Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, je vous propose de faire une étude sur Gate Token. Ce sera notre 62e vidéo du Challenge Crypto. J'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent et ceux qui ne l'ont pas encore fait, à cliquer sur le bouton apparenter. Pareil, si vous pouvez mettre des likes ou des commentaires dans le cas où la vidéo vous est utile, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup pour le référencement. Alors on est parti. Donc on a une phrase Gate Token, c'est tout simplement le token de la plateforme Gate.io, qui est un échangeur centralisé. Sachez que c'est le 8e plus gros échangeur centralisé, qu'il existe depuis 2013, qu'il est chinois, que globalement on a peu d'informations sur son fondateur. Historiquement, ils ont eu un gros hack en 2015, et c'est après qu'ils ont rebrand en Gate.io, parce que c'était en 2017, et le token existe depuis 2019. On peut noter qu'ils sont en 87e position par la capitalisation, qui est de 400 millions de dollars, un volume sur 24 heures qui est de 800 000 dollars, donc ça reste gentillet pour la capitalisation. On avait des trucs beaucoup plus élevés au cours de la dernière semaine. Et le cours d'un token au moment où je fais la vidéo, c'est 3,75 $. Donc l'objectif, c'est d'acheter, de revendre des cryptos, de faire du trading. Globalement, c'est un peu l'équivalent d'une banque pour la finance classique. Point intéressant, ils ont réussi à lever en 2019 83 millions de dollars, ce qui est quand même notable. Au niveau de la tech, donc ça va être très simple, hein, on est sur un fournisseur de liquidités, hein, comme Binance, comme FTX, comme KuCoin, etc. etc. L'idée c'est donc qu'ils vont avoir des réserves de tokens pour permettre aux utilisateurs de faire des échanges. Donc ils sont censés avoir une certaine quantité de fonds propres. On verra ça, ils ont d'ailleurs donné les chiffres de leurs réserves, et à côté de ça, ils sont supposés les garder. Donc ça, moi j'ai pas eu l'info, mais c'est ce qui est théoriquement censé être fait pour un échangeur centralisé. Les liquidités doivent être sur un cold wallet, c'est-à-dire une clé, quelque chose d'équivalent à la clé Ledger ou au MetaMask, à ce genre de choses, avec des validations multiples, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui doivent s'accorder pour pouvoir débloquer ces fonds-là. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont intérêt à utiliser cet argent pour faire des trades, pour l'investir, parce qu'en fait, ils vont avoir des rendements dessus, c'est énorme, et ça leur permet de générer de l'argent. Donc, on n'a pas exactement la transparence de ce côté-là, mais on a quand même leur montant de réserve, on ira voir ça à la fin. À noter que c'est un token qui est à la base ERC20 compatible, et qu'ils ont développé leur propre blockchain qui s'appelle la Gate Chain, et qui fonctionne en Proof of Stake. Ça vous fera sûrement penser à d'autres projets du même genre, hein. Ils sont tous un peu sur le même modèle, les échangeurs centralisés. Au niveau de la tokenomique, pour la répartition initiale, j'ai pas du tout été capable de trouver l'information, donc je suis navré, mais pas d'infos, pas d'infos, je peux pas vous inventer la chose. J'ai quand même pu creuser et avoir l'information qu'au début il y avait 1 milliard de tokens, et qu'ils en ont burn pour différentes raisons 70%. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une supply totale de 300 millions de tokens GT, et qui actuellement sont émis à peu près un tiers, 108 millions pour être précis. Donc gardez en tête, si vous investissez dessus, qu'il y a 200 millions de tokens à émettre, hein, donc les encore 2 tiers restants, ce qui est quand même beaucoup. Ça peut aussi laisser supposer que pendant une période importante, on aura des récompenses de stacking assez intéressantes. Parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Quand vous avez des grosses récompenses de stacking, c'est qu'il y a beaucoup de tokens à émettre, tout simplement. On peut le voir maintenant en ce moment d'ailleurs, par exemple, sur des tokens comme Epcoin. L'utilité du token, c'est quand même le point important, donc les frais de transaction évidemment sur la plateforme, la gouvernance, bien qu'il y ait eu très peu d'informations dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est censé être cohérent avec le fait qu'on ait eu Proof of Stake. Mais voilà, la gouvernance, je devrais mettre un point d'interrogation, je ne l'ai pas mis, je devrais mettre un point d'interrogation parce que c'est quand même assez incertain, et on est sur un échangeur centralisé, donc je pense pas qu'il y ait tant de gouvernance que ça. Honnêtement, les informations sont très maigres dessus, donc avec un point d'interrogation la gouvernance, les airdrops bien évidemment, et tous les avantages qu'on a sur toutes les plateformes, hein. Si vous avez des tokens, vous allez payer moins cher, etc. etc., etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous faites vos petites recherches, hein. On n'est pas là pour ça, juste pour comprendre à quoi sert le token. Et enfin, le stacking, comme je le disais, plus tant qu'il y aura des tokens à émettre, il y aura certainement des récompenses de stacking pour inciter les gens à garder le token et pas trop faire couler le prix. Au niveau des choses qui sont intéressantes à noter, il est intéressant de savoir qu'il y a des tokens qui sont donnés en cadeau aux investisseurs, et que initialement, c'est comme ça qu'ils ont fait leur répartition, de ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont donné des tokens aux gens qui utilisaient déjà la plateforme depuis plusieurs années.
parce que le token est arrivé en 2019, la plateforme existe depuis 2013, donc il y a eu 6 ans d'existence, et donc c'était une récompense faite de cette façon-là, donc je pense qu'il y a des gens qui se sont mis bien, tout simplement. Globalement, ce qu'on peut dire du coup sur la plateforme, hein, on n'a pas besoin de trop traîner, pas énormément de choses à étudier là. Le token est utile, donc en soi, on est déjà sur quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là. La tendance va être déflationniste dans le temps. S'ils refont par exemple du burn, s'il y a des gens qui oublient les tokens, ce genre de choses, on peut être sur une tendance déflationniste, et comme on l'a vu, hein, ils sont passés de 1 milliard à 300 millions, c'est quand même pas négligeable. Rien ne dit qu'ils vont pas le refaire, on verra bien. Bien qu'il n'y ait pas de mécanisme de burn au quotidien, en tout cas j'en ai pas vu. Ce que font d'autres plateformes, hein, par exemple, il y a des plateformes qui burnent un pourcentage des frais de transaction. J'ai rien vu de la sorte sur Gate.io, mais ça va peut-être être implémenté, ou peut-être que juste je suis passé à côté de l'info. C'est pas impossible, étant donné qu'il est difficile d'avoir des informations sur cette plateforme, je trouve. Au niveau des chiffres, ils ont 1,5 milliard d'assets, donc ça c'est leur réserve, donc c'est quand même pas mal, hein, ça en fait un des principaux échangeurs. Pour l'ordre d'idée, le plus gros c'est Binance, qui est également chinois, et là on était plutôt sur quelque chose qui joue entre 50 et 60 milliards, hein, donc ça n'a rien à voir. Du coup, à titre de sécurité, c'est bien évidemment plus safe d'être sur Binance parce qu'ils ont juste beaucoup plus d'assets. Après, on a les réserves, on n'a pas les dettes, donc on ne sait pas quelles sont les dettes de Binance, ni quelles sont les dettes de Gate.io. Si Gate.io, ils ont 0 dette avec Binance, il en a 100 milliards, là, la réflexion n'est plus du tout la même, hein. Et voilà, avec les informations qu'on a, c'est quand même plus safe d'être sur un échangeur qui a le plus d'assets possible. Sauf que Gate.io a accès à plein de cryptos que Binance n'a pas, parce qu'il permet les ICO. On a vu récemment Dash2Trade, on a vu IMPT. Alors je parle pas de la qualité de l'ICO, mais juste le fait que c'est des tokens qui ont été listés très vite sur Gate.io, et que c'est généralement plus safe d'être sur un Gate.io que d'être sur d'autres échangeurs qui ne sont pas aussi sécurisés, ni aussi importants en termes de... Enfin, qui n'ont pas des réserves aussi importantes, hein, qui n'ont pas autant de liquidité. À noter quand même que sur Gate.io, il faut un KYC pour faire c'est pour faire des investissements, pour envoyer de l'argent ou pour faire des retraits, ce que d'autres plateformes ne demandent pas forcément. Donc voilà, c'est quand même une contrainte à noter. Il y a 12 millions d'utilisateurs, si on en croit leurs propos, 1400 cryptos et un peu plus. Ça, comme j'ai dit, c'est parce qu'ils listent beaucoup de projets très vite, ils ne sont pas très regardants sur la qualité des projets, ni sur leur ancienneté. Et enfin, il y a des primes qui, globalement, sont sympas, ça peut aller jusqu'à 5000 dollars. Donc l'idée, c'est évidemment d'attirer du monde sur leur plateforme. Donc évidemment, il faut envoyer des fonds importants ou trader des fonds importants pour recevoir certaines quantités d'argent en plus. Enfin, et ça c'est quand même pas négligeable, ils traitent apparemment plus de 20 monnaies fiat. Donc ça en fait un échangeur très international. Ça c'est quand même bien. Je pense que il y a plein de pays pour lesquels c'est pratique du coup. Au niveau des points négatifs, on a déjà parlé des réserves, on parlera éventuellement de la centralisation, hein. Vous êtes sur un échangeur qui est centralisé, donc l'équivalent d'une banque, ça veut dire que c'est eux qui ont les réserves, c'est eux qui possèdent en fait les fonds que vous mettez sur la plateforme, non pas d'un point de vue juridique, mais tout simplement d'un point de vue pratique. En fait, c'est eux qui ont les clés privées, donc s'ils bloquent les retraits, vous ne pouvez pas retirer votre argent. C'est juste comme ça que ça marche en fait. Donc c'est ce qu'on a pu voir sur FTX quand ils se sont crashés, hein, tout simplement. Il y a un moment où on ne pouvait plus faire de retrait parce qu'il n'y avait plus de liquidité. Et ça dépend complètement de leurs réserves. Et vu qu'on a l'information sur leurs réserves, mais pas sur leurs passifs, leurs dettes, eh on n'est pas vraiment capable de savoir où ils en sont. Donc, toujours attention à ça, hein. Vous connaissez la phrase, not your key, not your keys, tout simplement. Les craintes des sexes depuis FTX, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le classique, même si bon, on a l'air de s'en remettre un peu, surtout que FTX apparemment a levé de l'argent pour les utilisateurs. Mais voilà, il y a toujours maintenant cette question du est-ce qu'on va pas avoir un prochain FTX qui va arriver. Enfin, ils ne sont pas régulés PSAN, en tout cas, j'ai pas vu l'information. Donc ça, c'est prestataire de services numériques, c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins important, qui est dans les tuyaux de la régulation. Donc à voir comment ça se passera pour eux de ce côté-là. Et enfin, le point qui m'a gonflé, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que les données n'étaient pas faciles d'accès. Il a fallu vraiment creuser pour avoir des données qui sont, comme vous l'avez vu, assez limitées. J'ai par exemple pas la tokenomique, ce qui est quelque chose de très décevant et qui fait que j'investirais pas sur un token où j'ai pas la tokenomique tout simplement. Maintenant, je vais parler du graphique pour les gens que ça intéresse quand même, et parce que c'est toujours intéressant de voir où on se situe. Donc ce qu'on voit, c'est que le token, je vais aller dézoomer un peu, il a été mis là en 2019, il a eu un beau pump, il a range pendant presque 2 ans, parce que là on est en avril 2019 et là on est en janvier
2021. Ensuite, Bull Run de 2021, donc toute l'année 2021 a été incroyable. Jusqu'à mai, ça a été complètement fou. Je crois qu'il a fait x20, truc du genre. Redescendu, remonté, donc il a bien fait son Bull Run et deuxième partie de Bull Run comme tout le monde. A noter que c'est un peu plus bas là, donc théoriquement on est déjà en tendance baissière depuis le mois de mai 2021. Mais bon, là c'est quand même pas choquant. Un beau range jusqu'en mars 2022, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui ont déjà baissé. Lui il a fait un range, il a vraiment baissé après. Quand il y a eu Terra, quand il y a eu les événements malheureux de l'année 2022 du coup. Il a bien remonté du coup en juillet, et donc ça nous permet de tracer un peu des ranges au final par rapport à la situation où on se trouve actuellement. Donc comme toutes les cryptos depuis début janvier 2023, c'est la dinguerie, c'est le pump. On se fait plaisir, on va regarder un peu quel est le pourcentage. Voilà, il a pris bon, 29% sur son maximal. C'est pas non plus incroyable, mais c'est sympa. Les tokens de plateforme n'ont pas tellement profité du pump, mais voilà, on voit qu'on est quand même bien dans le vert et c'est cool. Donc vous voyez, là la zone en vert, c'est celle sur laquelle je pense qu'il serait intéressant de recharger si on voulait acheter du token. Moi je m'attends à ce que là, la zone en gris que j'ai dessinée, qui englobe la bougie, le haut de la bougie de cette semaine, soit en fait une espèce de haut de range dans lequel le prix va fluctuer. Et je vous fais un petit dessin. Et moi je m'attends à un truc un peu comme ça, voilà, pendant un moment, avant d'avoir soit quelque chose à la baisse, soit quelque chose à la hausse, en fonction des news. Et si on va à la hausse, sûrement qu'on va casser ça pour retourner sur un range comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc dans la période actuelle, je dirais ça, je dirais un range là du coup, dans cette zone, donc qui va jusqu'à peu près 4, ouais, donc 3,5, 4, et le bas de range qui serait entre 3, 4 et 3. Je me rends compte qu'il y a très peu d'écart en fait entre mes zones là. C'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de pump, mais ouais, du coup range entre 3 et 4 tout simplement. C'est ce à quoi je m'attends, avec un haut de range ici et un haut de range là. Donc si vous voulez acheter du token, pourquoi pas attendre ce retour-là. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ferai. Titre personnel, je vous l'ai dit, je ne suis pas intéressé. On peut regarder 2-3 indicateurs si vous le voulez. Le RSI, on voit qu'on a touché le 30 là quand on était en bas au niveau des 3 $. Il a bien remonté, là on est presque sur un milieu de RSI, on est à 45, sachant que le top c'est 70. Donc on est ni en surachat ni en survente, on est au milieu. Rien à signaler, j'ai envie de dire, sur le RSI. Au niveau des volumes, on voit que c'est bas. Vous voyez, même là, sur les 2 semaines qui ont été fortes, les volumes sont bas. Hein. Les volumes sont bas. Regardez là, juste avant. Enfin, il y a un an, en fait. Non, même pas il y a un an. En mai, les volumes, c'était de l'ordre de 3-4 fois ce qu'on voit actuellement. Donc, on a des volumes vraiment bas, je trouve. Ça, c'est pas très positif. Et enfin, on va aller voir les moyennes mobiles, mais plutôt en daily. Et donc, en daily, les moyennes mobiles, on voit pas très bien, je trouve. Voilà, donc là, c'est 20 jours. Là, c'est 50, 100 et 200. Donc, on n'a pas encore eu là de croisement en fait. Hein. Ou alors on l'a eu là. C'est croisement à la baisse et on n'a pas encore eu le recroisement, vous voyez. Donc les moyennes mobiles ne sont pas encore retournées. Clairement, pas d'urgence pour acheter ce token là a priori. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le token Gate et donc la plateforme Gate.io. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.